Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 janvier 2022, donc premier brief de la semaine. J'hésite à faire un brief honnêtement ce week-end, mais bon, au final on a fait exactement ce qu'on avait vu ensemble, donc pas besoin de faire de mise à jour. J'en fais une le lundi, puisque le lundi on fait une mise à jour. Je parlerai aussi un petit peu d'Ethereum, mais je vais vraiment me focus sur Bitcoin. Aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors bottom, pas bottom, zone de bottom, on en est où? Est-ce que ce marché a encore du jus pour aller plus bas? Oui, non, que se passe-t-il? Que les gens font, enfin que font les gens, pardon, plus français. On va voir tout ça ensemble. Alors, du coup, cassure du range au sud, donc ça on avait vu ça vendredi, c'était le signal d'alerte, hein, que les vendeurs se réveillaient. On avait vu ensemble, bon quand on avait vu ça, nous c'était vendredi, il restait encore 15 heures il me semble de cotation, donc le volume pouvait bouger, bon bah les vendeurs se sont bien réveillés, on a un record de volume de vente quasiment ici, donc gros réveil des vendeurs, ce qui témoigne, bon bah ce qui justifie justement la cassure baissière tout simplement. Les vendeurs sont toujours en contrôle du momentum ici pour l'instant, ils viennent de confirmer un nouveau M, hein, donc ce qui montre la puissance de leur momentum. Et du coup la faiblesse des acheteurs justement. Maintenant, est-ce que c'est le moment de parier et de venir shorter le marché ici? Bah honnêtement, si vous le faites, c'est pour capturer un dernier mouvement baissier, qui peut être oui certes violent, et venir faire un petit tour sous les 27 000 par exemple. Mais est-ce que ça vaut le coup de venir shorter ici alors qu'on est déjà sur du moins 45%? Je pense pas honnêtement, voire même moins 50. Honnêtement, je pense pas tellement. Enfin, c'est un risque un petit peu démesuré. Est-ce que c'est aussi le moment de dire ah je vais mettre du levier x3, c'est bon ma liquidation elle est à moins 30%, je suis safe? Bah non en fait. Non plus. Ce qu'il faut c'est attendre la structure de retournement qui va montrer que la dynamique change. Et ça je le répète depuis plusieurs semaines. Mais tant que nous ne voyons pas une structure de retournement qui montrera que la dynamique s'inverse, vous n'avez pas grand chose à faire, à part pour ceux qui font du dollar cost average. Donc par exemple, je sais pas, je donne un chiffre au hasard, je veux investir 10 000 euros dans le Bitcoin. Oui, je peux étaler des ordres, j'en achète un petit peu ici, un petit peu là, 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 là. On sait pas jusqu'où ça va aller, mais au moins ça me permet d'acheter et de baisser mes ordres moyens d'achat. Mais actuellement, la psychologie du marché actuel, c'est plutôt je vais utiliser du levier pour me refaire. C'est pour ça qu'on voit toujours les open interest monter, hein, qui sont toujours assez élevés. Ici, on est sur des open interest toujours importants sur les contrats USDT, je l'entends bien, mais sur des open interest très élevés. On a bien chuté la journée du 21 janvier, donc il y a eu beaucoup de positions clôturées, donc il y a eu beaucoup de longues et de prises de profit sur les shorts qui ont été faits, mais j'ai pas l'impression qu'on ait encore atteint le pic de liquidation qu'on cherche potentiellement. Est-ce que ça veut dire que j'annonce que le marché va aller plus bas? Pas forcément non plus. Ce que j'attends simplement, c'est une structure de retournement. Et on va voir en daily quel serait un premier signe justement de rebond. Dans un premier temps, un rebond, comme on l'avait vu ici. On avait justement vu ensemble qu'on avait une pattern de rebond qui se mettait en place. Donc on avait pu rebondir de 39 000 jusqu'à 44 400 $. Mais pas de bottom. On avait parlé justement des conditions qu'il fallait pour voir un bottom que nous n'avons pas eu. Du coup maintenant, nous regardons la nouvelle pattern, donc simplement on identifie la bougie la plus basse, et ce qu'il nous faut c'est une cassure du plus haut de cette bougie. Donc ici il faudrait maintenir les 34 000 $ sur Coinbase et réussir à venir casser les 36 800 $ au nord. Si c'est le cas, on aura une pattern de rebond, comme ceci, et ensuite on verra si tout comme là-bas on pourra faire le W pour réinverser la dynamique. Si c'est le cas, on est sorti du mouvement baissier, on retourne dans un mouvement haussier, et à ce moment-là, si le bottom est ici à 34 000 $, ce qui techniquement n'est pas confirmé, mais si jamais c'est le cas, on aura donc une fenêtre de rebond au minimum, généralement, aux 47 380 $. Ensuite, retracement de moitié, 51 000 $, et la zone plus professionnelle pour revendre ce marché, entre 55 et 61 000 $. Bon. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, donc ça je vais retirer parce qu'il n'y a pas encore de signe de bottom, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur Glassnode, on en avait parlé, il y a en gros des data sur les pertes latentes. Donc une perte latente, c'est quoi? J'achète par exemple un actif à 1 $, il passe à 50 centimes, tant que je ne vends pas, j'ai une perte latente. Donc le prix a été divisé par 2, mon argent était divisé par 2 également. Si j'avais acheté pour 30 €, je n'ai plus que 15 €. Plus 15 €, mais tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu, je n'ai qu'une perte latente. Bah, actuellement, on est sur des pertes latentes au niveau du marché. Ici, en gros, on estime qu'on n'a jamais eu autant de perdants, de pertes latentes, donc de perdants qui n'ont pas vendu, okay, qui sont en train de holder depuis très longtemps, et le record, c'était du coup le 20 juillet 2020. Et là, on y est proche, on a quasiment fait un nouveau record, c'était lors des précédents bottoms. Également, une chose qu'on avait vue ensemble, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes latentes, mais des gens qui ne vendaient pas, donc qui n'acceptaient pas de vendre, en gros, à perte.
Et ça, c'était encore qu'on était environ à 40 000 dollars. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mouvement baissier, donc depuis qu'on est passé sous les 39 000 dollars, il y a eu beaucoup de ventes à perte. Ça, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je vais zoomer au maximum que je peux. Yes. Donc par exemple, ici, on a fait 2 milliards 500 millions de pertes, de ventes à perte le 21 janvier. Donc c'est-à-dire vendredi, si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, une fois qu'on est passé sous 39 000, on commence à avoir des gens, les gens commencent à capituler. Donc là, on commence à avoir de grosses ventes à perte. C'est bon signe. Quand on a ces grosses ventes à perte, c'est qu'on est proche du bottom, que le marché est en train de capituler. Mais cette capitulation peut encore poursuivre, bien évidemment, puisqu'on a encore beaucoup de gens qui sont à perte, mais qui n'ont pas encore appuyé sur le bouton vendre. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Donc en fait, il faut savoir qu'on est dans un entre-deux. Il y a une grande majorité qui est en train de capituler, mais il y a une grande majorité aussi, donc l'autre moitié en gros, qui n'a pas encore capitulé. Et on a aussi d'autres informations, qui là, ça se passe plutôt sur les contrats dérivés. Ces informations nous disent en gros qu'il y a encore beaucoup de leviers, tout simplement. Et beaucoup de leviers, que ce soit en longue et en short. Mais tant que la dynamique restera baissière, et ça c'est important à comprendre, qui a la tête sous l'eau, les acheteurs ou les vendeurs? Ce sont les acheteurs. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, vu qu'on est au plus bas, qui a la tête sous l'eau actuellement? C'est les acheteurs. Est-ce que les vendeurs sont sous pression? Non, c'est les acheteurs qui sont sous pression. Et les open interest restent assez élevés. Et les funding restent pour l'instant plus ou moins positifs. Même si on a eu une phase négative, hein, là on commence à avoir des phases négatives, mais l'open interest revient, le funding revient dans des phases positives de temps en temps. Donc, plusieurs façons d'interpréter ça. En tout cas, moi je l'interprète de cette façon. Je me dis, ok, on peut poser un bottom ici, à la condition que les gens soient définitivement pessimistes, qu'on crée un range et que tout le monde s'attend à ce que ce range casse au sud. Que de beaucoup de shorts se déclenchent, et que ces shorts déclenchés puissent permettre de remonter, et qu'ensuite les gens soient frustrés parce qu'ils aient vendu, parce qu'ils voulaient racheter plus bas. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mecs qui ont vendu ici, ils ont envie de racheter, mais ils n'ont pas envie de racheter plus haut. Là, ils se sont convaincus que ça allait continuer de chuter, donc ils allaient racheter plus bas. Mais si jamais le prix ne va pas plus bas et qu'ils ont vendu ici au bottom, quand le prix va remonter, ils vont être frustrés et vont vouloir que le prix chute. Et si le prix ne chute pas, ils vont devoir acheter plus cher et ils vont craquer beaucoup plus haut. Parce que généralement, vous ne craquez pas immédiatement. Quand le marché remonte, vous allez vous dire non, c'est un faux pump, c'est un bear trap, on va redescendre. Sauf que le marché continue de monter, jusqu'à ce que vous craquiez et que vous rachetiez. Et généralement, les gens panic sell dans les zones de rechargement. Donc là, le panic sell s'est fait le 21 janvier dans la zone de rechargement. Et généralement, ils recraquent où? Dans les zones de rechargement de short. Donc ils rachètent au pire endroit. Ok? Bon. Donc, d'un côté, on a beaucoup de ventes. De l'autre côté, on a aussi beaucoup de mecs qui sont en perte latente, mais qui n'ont pas encore vendu. Et aussi sur les contrats dérivés, on a beaucoup de leviers. Donc c'est simple. Pour moi, tant qu'on ne verra pas de structure de retournement, je sais que j'ai encore un paquet d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau et qu'on peut liquider. Et donc à ce moment-là, où est-ce qu'on peut liquider ces mecs-là sur les contrats dérivés? Il suffit juste d'utiliser BTC USDT PERP, ici, donc le contrat de Binance. Il faut savoir que sur les contrats en tout cas sur le contrat perpétuel de Binance, nous n'avons pas fait de nouveau plus bas l'été dernier. C'est-à-dire que ici, en gros, on a fait des creux ascendants. Ici. Tac. Et tac. Ok. Là où, par exemple, si je prends Bitfinex, allez hop, au hasard. Sur Bitfinex, on a eu des creux descendants. Ce creux, on l'a bouffé. Pas lui, mais ce creux, ici, on l'a bien bouffé. Là où sur Binance USDT PERP, on ne l'a pas bouffé. Donc sur Binance USDT PERP, on sait qu'il y a un paquet de stop et un paquet de liquidation sous ces niveaux, probablement sous les 28 600. Donc ce qui fait qu'en gros, on a, et ça c'est le scénario où on serait justement dans une capture aux liquidités, mais on sait qu'en gros, là, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Et le mouvement pourrait être très rapide, vraiment ça pourrait être brutal, mais on pourrait en gros faire un truc comme ça, un peu à la mars 2020, ou un peu comme ça, voilà. Hop. Bon, ça, je voulais pas capturer ça, moi je voulais juste ça. Voilà. En gros, un truc comme ça. On vient juste taper les zones de liquidité importantes ici, et ensuite un big rebond, et ensuite, pourquoi pas, le range, le bottom pour remonter là-haut pour probablement le printemps. Mais pour cela, il faudrait aussi que le marché américain se retourne, parce que les institutions, généralement, ne vont pas d'abord acheter le marché crypto et ensuite les indices, les actions. Ce qui se passe, c'est que d'abord,
les indices et les actions posent un bottom, l'intérêt instit revient du côté des risk-on et ensuite l'argent re-rentre dans les crypto-monnaies. Donc il faudrait aussi identifier un bottom sur le marché américain. Et pour l'instant, bon bah ce n'est pas le cas. On en avait parlé du Nasdaq qui était très moche, mais le M-Weekly s'est formé. Pour l'instant, c'est dynamique baissière sur le Nasdaq. Le bien site est en train de devenir bearish. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut shorter le Nasdaq ici? Bon bah le bon short, s'il était à la cassure de la ligne de coup ou lors du retour en zone de rechargement de short ici. Mais là, pour l'instant, bah, est-ce que c'est le moment aussi de all-in le Nasdaq? Bah, techniquement, non, il n'y a pas encore de signe de bottom ici. Et on va probablement pricer les annonces de la Fed encore jusqu'au mois de mars. Donc jusqu'à ce qu'on pose un bottom. Et une fois qu'on aura un bottom sur le marché américain, à ce moment-là, le marché crypto pourra suivre probablement. Mais ça n'empêche en rien que le marché crypto, lui, peut faire son mouvement de capitulation en gros, et ensuite ranger et attendre que le marché américain se ressaisisse pour qu'ils puissent repartir tous les deux ensemble. Ok. Donc ce qui fait tout simplement, hop, ça je vais pouvoir supprimer, qu'en gros, il y a potentiellement un paquet de liquidités qui attend là-bas. Et ça reviendrait un petit peu sur l'idée que vous avez partagée il y a quelques semaines d'une possibilité qu'on ait du coup, non ça on s'en fout. Alors, où est-ce qu'elle est ma charte? Peut-être que je ne l'ai plus. À moins qu'elle soit là-bas, attendez. Mais c'était justement la comparaison du mouvement du S&P et je vous parlais pas en gros, enfin je revenais bien là-dessus, hein, c'était pas pour vous... voilà. C'était pas en gros pour comparer les deux situations, c'est pas comparable. Ici c'est la crise des subprimes, oui mais techniquement ça y ressemble beaucoup dans le sens où le but c'était de sortir tous les vendeurs, donc de chasser les vendeurs en faisant un petit sommet ici, chose qu'on a fait exactement sur le Bitcoin. Ici là en faisant un nouvel ATH, en chassant les vendeurs, et d'aller chasser tous les acheteurs, où ça? Bah, dans la box justement, sous tous les creux où il y a tous les stops, comme on l'a fait sur le Bitcoin, et vraiment la charte elle est vraiment flagrante, mais c'est fou, mais ici regardez, on a fait exactement la même pattern dans les deux sens. Ici vous avez le creux, vous avez le creux ici, on a un rebond, on fait un creux plus bas léger, on fait un creux plus bas léger, on rebondit, on fait le W weekly, creux ascendant, donc en gros ça donne ça donne creux ici, ça donne creux, creux plus bas, creux plus haut, creux plus bas, creux, enfin creux, creux plus bas, creux plus haut, W, retournement. Ici, on monte, on va chasser tous les stops, et là, un gros mouvement de capitulation. On vient chasser tous les stops sous tous les creux, même ici, ces stops-là. Hop, petite mèche, et là, gros V-bottom, on repart, merci, au revoir, nouvelle ATH, direction à 5000 points, quasiment 4003 au sommet. Si on suit la même pattern, ça voudrait dire que nous, les creux, ils sont où? À venir chasser, bah, ils sont simplement hop, dans la box que j'ai dessinée, mais sous les 27008 et sous les 28500. Donc la fameuse box qu'on a identifiée ensemble en vert tout à l'heure, la grosse zone de liquidité. S'il y a de la smart money qui veut, ou en tout cas s'il y a des whales ou peu importe, des gens riches qui veulent capturer beaucoup de liquidité, pour le faire, c'est probablement dans cette zone ici. C'est pour ça qu'on pourrait avoir un dernier mouvement brutal, et ce serait probablement le dernier, où on a une grosse capitulation, les gens, voilà, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour eux de survivre à ça, enfin, de pouvoir rester dans le marché, donc probablement ici beaucoup de gens qui vont vendre. Une fois qu'on touche sous les 30, psychologiquement, ça va faire très mal, les gens vont se dire, bon, bah, la prochaine direction, c'est 20 000 ou 25 000, sauf qu'on fait juste, tac. On vient juste dans cette box ici, capturer la liquidité, en fait, et ensuite, hop, on se redirige dans le haut du range pour en gros, les prochains mois. Et ceux qui auront vendu ici seront dégoûtés puisque ça aura été le bottom, un peu comme le Nasdaq, du coup, le S&P 500 en 2008. On est venu faire exactement la même chose et franchement la charte ressemble énormément. Je dis pas que c'est la même chose qui va se passer, mais là en tout cas au niveau des contrats dérivés, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de serrer les fesses en fait, parce que l'open interest ne chute pas encore. Il commence doucement à chuter, donc il y a des gens qui commencent à clôturer leur position, mais c'est pas encore trop ça, il y en a encore beaucoup plus qui peuvent clôturer leur position. Également, bon indicateur, c'est le ratio long ici qui est toujours très important du côté des longues, tant qu'on n'a pas encore eu ici la fameuse capitulation, je pense. Maintenant, on peut très bien rebondir, faire la chute ou poser le bottom ici. Mais vraiment, pour poser un bottom ici, il faut vraiment que les gens s'assurent et en fait soient OK pour dire le prix va aller sous les 30 000. Si tout le monde commence à dire oui, le prix va aller sous les 30 000 $, à ce moment-là, on n'ira pas. OK, il faut toujours penser un petit peu
à ce que fait la majorité et ce que va annoncer la majorité. Parce que la majorité permet de filer les whales. Et donc si tout le monde se met d'accord pour vendre ici en se disant bon bah au final on va racheter moins cher, c'est que les whales sont en train de capturer le supply ici pour retourner le marché derrière. Ok. Et également, un truc que je voulais vous montrer, c'est sur Trading Light. Hop, c'est du coup sur le marché asiatique, ça j'en avais parlé il y a très longtemps. Justement des ordres dans les order books asiatiques sont vraiment suspects des fois. Mais il y a toujours des big ordres qui attendent sur le marché asiatique, donc ils sont posés depuis cet été, ok, et qui sont là depuis en gros voilà, le 24 juillet, en gros, enfin depuis fin juillet. Ils sont encore présents et c'est des ordres à l'achat qui attendent sur le marché asiatique, donc sur l'exchange OKEx, sur le Bitcoin, et on parle de milliers de Bitcoin à l'achat. Donc ici 3000, 5300 Bitcoin, 4200, 5000 Bitcoin, 540, 3000, 6000, 4005, 2002, 2000, 5100. Enfin voilà, 1100 Bitcoin. Il y a énormément de Bitcoin qui attendent d'être achetés entre les 29 400 $ et les 29 700 $. Donc ici, il y a des whales du côté du marché asiate qui aimeraient bien acheter du Bitcoin vers ces niveaux de prix. A noter également que Tesla a pris moyen d'achat environ 31-32 000 $ normalement. MicroStrategy 30 000 $, d'autres fonds d'investissement 27 000 $. Donc voilà, on sait qu'on arrive proche des prix moyens d'achat des institutions. Pour moi ici, on est juste. Le but recherché, c'est vraiment de faire souffrir un maximum de gens sur contrats dérivés et de connaître un pic de liquidation et un pic de capitulation aussi sur le marché spot avec beaucoup de ventes de Bitcoin à des prix très intéressants pour que des gros puissent, je pense, entrer dans ce marché et capturer du supply. Pourquoi je pense ça également? C'est très simple, il suffit de regarder l'impression de stablecoin et de se rendre compte qu'on a énormément d'impressions de stablecoin. Toujours, là où en 2017 par exemple, lors du bear market de 2017, il n'y avait pas d'impression de stablecoin, mais là on est sur des records et on continue, et vraiment là ça imprime des stablecoins comme pas possible, alors que le marché baisse. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur cette baisse. Et là vous voyez comment on imprime des stablecoins. Par exemple, on a imprimé 4 milliards en 2 jours. Ça c'est de l'argent institutionnel, hein. C'est pas Monsieur A qui envoie 300 $ et ils impriment, non. En tout cas, de ce que Tether dit par exemple, Tether, pour imprimer, il faut d'abord que la personne ou le fonds en question dise on veut tant de Tether, on te donne tant de dollars, ils donnent tant de dollars à Tether, Tether fout ça dans leur banque et Tether leur fournit et mine les USDT. Ok, normalement c'est ça, pour que l'argent soit backé. En tout cas, c'est ce qu'il disait auparavant. Maintenant, c'est un peu plus flou parce que voilà, Tether c'est un peu bizarre, mais normalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous regardez le bear market de 2017 par exemple, est-ce qu'on avait de l'impression de stablecoin sur la chute? Non. Là, pendant des mois et des mois, on n'avait quasiment pas imprimé de stablecoin. L'intérêt a commencé à revenir en avril 2019, donc lors du bottom à 3000 $, et ça a explosé en mars 2020 lors du crack Covid, et donc on a eu le gros rallye qu'on a eu. Mais pendant que le Bitcoin range, en fait c'est ça surtout que je vais vous montrer, c'est que tandis que le Bitcoin range, ici, donc on va dire qu'en gros notre range c'est tac, tac avec des déviations, donc on a eu une déviation ici, on pourrait avoir une déviation ici, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Bah la création de stablecoin, elle augmente. On est passé depuis le top du Bitcoin du mois d'avril à 72 milliards de stablecoin à 146 milliards. Donc là, il y a toujours de l'intérêt pour le marché crypto. Donc ça, c'est peut-être une big accumulation, un peu comme le S&P 500, où on est venu chasser les stops ici, on chasse là-bas et on repartira pour les prochaines années. Je dis bien potentiellement. Ok? Ça, encore une fois, c'est potentiel. Donc je sais qu'il y a plein d'informations pour faire le bilan, pas de bottom encore ici, pas de signe de retournement de momentum. Sur du court terme, rapidement, on a des petits signes de momentum intéressants dans le sens où les acheteurs ont toujours le momentum ici, il y a eu une big divergence ici, donc c'est ce qui a permis de faire le rebond, rappelez-vous. D'abord la divergence, ensuite le range, donc divergence ici, ce qui montre que les vendeurs ont de moins en moins de force pour faire baisser les prix. C'est ce qui crée le range, donc zone de combat entre 34 000 et 36 574 $. Donc pour moi, je pense que ça vaut le coup de mettre des alertes. Mettez des petites alertes. Hop. Donc vous n'aurez pas le message que j'ai moi, parce que moi, je suis sur un petit calcul qui me permet d'avoir des charts clean. Hop, petite alerte ici, extrémité basse, extrémité haute, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Comme ça, regardez pas l'écran, parce que tant qu'on reste entre les deux, il se passe rien. Donc ça vaut pas le coup de se FUD le cerveau, en fait. De se dire, ah, on est là, ah, ça va chuter, au final, de vendre ici, le marché remonte là-haut. Et de racheter là, ah, bah, ça va casser, non, et puis non. Voilà, c'est pour pas se créer d'émotions. Une fois que vous regardez plus les charts, vous avez l'alerte. Bon, bah, une fois qu'il y a une cassure, là, vous regardez parce qu'il faut savoir si c'est une vraie cassure ou non. Mais ça, là, ça évite de tout le temps regarder sur son téléphone le cours du Bitcoin et de se dire et de créer en fait une anxiété en soi qui ne sert à rien en fait. Puisque oui, le prix baisse, oui, on est dans des zones de prix intéressantes,
Mais là, vu qu'on est sur des records de vente, je pense que la grande majorité a la tête sous l'eau, comme on dit, et ça vaut pas le coup de regarder le prix tout le temps et de voir le prix baisser, de se dire, et en fait, ça va vous forcer à vendre, de vous dire, c'est trop insoutenable psychologiquement, il faut que je vende pour comment dirais-je, retirer ce poids psychologique que j'ai en fait qui pèse sur mes épaules et qui pèse sur moi. C'est plutôt ça en fait pourquoi les gens ont vendu récemment, c'est parce que le poids psychologique sur leurs épaules est trop important. C'est trop important de voir son capital chuter, de se dire non, j'arrête, je stoppe tout et j'accepte mes pertes. Mais généralement les gens acceptent leurs pertes quand on est proche des bottoms. Ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc bon, petit aparté fini. Pour revenir au niveau du momentum, tant qu'on ne vient pas ici, les acheteurs ont toujours le momentum et donc peuvent tenter justement de casser les ranges au nord et d'avoir notre fameux rebond. Court terme, le rebond, ce serait 37 600 objectifs, et ensuite 41 400, 39 800, et ensuite on verra ce qu'il en est. Si bien évidemment ce rebond se met en place, donc pour le mettre en place, il faut venir casser ici, prix 36 600 $ environ, tout simplement. Par contre, si au niveau du momentum, on perd ce petit niveau ici, récupération des vendeurs récupération du momentum par les vendeurs, et à ce moment-là, probablement continuation baissière, et donc on ira chercher le prochain objectif, qui est simplement le bas du range, hein, qu'on avait vu ensemble. Alors, sur mon autre chart, la grosse box verte ici, entre donc 33 000 $ jusqu'à 29 000 $, même 28 500 $. Avec également, comme on a vu ensemble, un paquet de liquidités, un paquet de stops à venir chasser, surtout sur le contrat de Binance, sous les grosso modo 28 000 $, donc ça jusqu'au peut-être 26 000 $ par exemple. Ok, c'est un peu la zone sur laquelle je me concentre pour le moment. S'il y a une capitulation qui se met en place, je me dis que ouais, ça peut être intéressant de capturer des liquidités vers ces niveaux. Donc voilà, je vous en fais part. Et ça fera un scénario au S&P 500. N'oubliez pas également qu'on vit dans un monde où l'inflation est très 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 élevée. On a vu la livre turque s'effondrer, on n'est pas à l'abri que d'autres monnaies s'effondrent. Et dans ce genre de pays, un bon moyen d'exit un peu la monnaie fiat de leur pays, ce serait peut-être de passer via du Bitcoin ou autre. Donc n'oubliez pas que le Bitcoin a une carte à jouer vis-à-vis de ça si l'inflation continue d'être élevée. Et ce serait pas aberrant et complètement con de penser que des fonds d'investissement et des grosses mains aient envie d'investir beaucoup d'argent dans du Bitcoin en capturant beaucoup de liquidités, parce qu'on vit dans un monde dans lequel l'inflation pourrait être très élevée pour les prochaines années. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Non, rapidement, je fais une petite mise à jour d'Ethereum. Donc, Ethereum, on est venu chercher la zone des 2400 $ qu'on avait vu ensemble. C'est le creux dans la value. On est en train de travailler cette zone ici. Si ça cède, ma prochaine zone, c'est le bas du range entre 1700 $ et environ 2100 $. Tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est applicable à l'Ethereum au niveau de l'order flow, du sentiment de marché, de la psychologie, etc., etc. Donc simplement, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Momentum, pareil que Bitcoin, tout est pareil, l'analyse est exactement la même, sauf les zones de prix qui diffèrent un petit peu, enfin c'est juste le prix qui diffère, ok. Donc je répète, 1700, 2000 $ pour Ethereum. Au niveau des niveaux à venir chercher, si jamais les 2400 ça cède. Et également, je peux regarder rapidement sur OKEx si on a des petites infos sur Ethereum. Alors, OKEx, swap, ETH-USDT, tac. Alors, est-ce qu'on a des ordres un petit peu bizarres qui traînent? On en a proche du prix actuel, 2200 $. Mais après, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Par contre, c'est sur Kraken où c'est très flagrant. Je vous montre ça et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Alors, Kraken futur, ETH-USD. Ici, là. Il y a de gros ordres qui sont posés de 2300 jusqu'à 2000 $. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je mets pareil, tous les liens en description et en commentaire. C'est trop tard pour rejoindre via les Patreon. Patreon, il faudra attendre absolument le 1er février. En revanche, via les paiements crypto, vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, n'importe quand. Et à ce moment-là, tout est expliqué dans le Discord pour les paiements en BNB, Ethereum, USDT. Vous êtes la bienvenue, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao!